Le Mumble. 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 Ensemble. Je vous rappelle que ce débat est hebdomadaire, il aura lieu dorénavant tous les mardis. Alors, quelques précisions pour les personnes qui prendront connaissance de ce débat en différé par l'intermédiaire du podcast. Pour y assister en direct, toutes les informations de connexion sont disponibles sur le site web du Mumble Ensemble, lemumble.com. Toutes les références et tous les articles qui ont servi à préparer cet exposé sont sur la page Facebook de l'association Les Clés de l'Europe. Je vous encourage à la visiter et à vous y abonner si vous voulez plus d'informations. Vous pouvez aussi consulter ma page personnelle sur laquelle il y a aussi beaucoup d'informations. Alors, comme d'habitude, nous allons commencer avec un exposé des informations récentes. Chaque sujet sera suivi de quelques interventions et questions en relation avec celui-ci. Nous terminerons par un débat ouvert où tous les sujets pourront être abordés. Alors, le sommaire de ce soir. On va commencer par parler de macronerie, puis de la Grèce. On parlera de BCE, d'euro et d'union économique et monétaire. On parlera des réfugiés, et surtout de la crise des réfugiés, de la suite du référendum aux Pays-Bas, du Brexit, de la propagande de l'Union européenne, de terrorisme, des banques, de la crise de l'acier, quelques anecdotes. On parlera un peu d'environnement et je vous donnerai quelques chiffres pour finir comme d'habitude. Alors j'avais peur que, du fait que la dernière exposé avait lieu jeudi, que le nouvel exposé avait lieu mardi et qu'entre les deux il y avait un week-end, que j'aurais peu de choses à dire. Et ben en fait non, il y a toujours des choses à dire sur l'Union européenne. Alors on va commencer par quelques macroneries. Alors devant des étudiants du Collège d'Europe à Bruges, en Belgique, Macron a parlé de l'avenir de l'Union européenne. Alors il a dit, dans ce moment de refondation, concrètement, que devons-nous faire ? On doit prendre un vrai traité refondateur, c'est ça que j'appelle de mes vœux. C'est ça que nous devons préparer dans les 18 mois qui viennent. Il a continué en disant, il faut que ce traité, cette démarche fasse l'objet de débats démocratiques dans les grands pays européens. Il ajoute, il faut rajeunir l'UE qui a profondément vieilli, parce que nous ne rêvons plus à elle. Et il continue, on ne peut avancer vers une plus grande intégration de ce cœur de l'Europe sans que, sur les sujets sociaux et fiscaux, on ait en quelque sorte la même stratégie, mais en accéléré, par rapport à celle qu'on a eue sur les sujets monétaires, c'est-à-dire qu'on ramène dans une zone de convergence nos économies. Et il envisage cette profonde refondation à quelques-uns, donc un noyau dur européen. Yanis Varoufakis a fait savoir, Yanis Varoufakis, le traître grec, a fait savoir qu'il est son accord entier avec cette position de Macron. Donc apparemment, il y a un rapprochement très très fort de Varoufakis et de Macron. Alors petit rappel pour Macron suite à ces déclarations, les pays hors du noyau dur qu'il appelle de ses voeux risquent de ne pas être d'accord. Et je lui rappelle aussi que la France a signé un traité dans lequel il y a un article 48. L'article 48 du traité de l'Union européenne, c'est le traité qui permet de préciser les modes de refondation des traités, et cet article impose l'unanimité à 2 étapes du processus. Donc il peut avoir toutes les volontés du monde, si les 28 autres pays n'ont pas exactement la même volonté dans les mêmes termes à la virgule près, ça se fera pas. Donc tout ça c'est encore de l'esbrouf et ça sert strictement à rien. Alors, quelques informations sur la Grèce. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça devient extrêmement compliqué, ce dossier. Alors, l'été dernier, ça avait été la période du mélodrame des négociations de la dernière chance avec la Grèce. C'était début juillet, si je me rappelle bien, où on était à quelques heures du Grexit. C'était une catastrophe, un mélodrame. Enfin, la Grèce allait couler. En fait, suite à cet accord du mois de juillet dernier, rien n'est encore finalisé. Les négociations sont toujours en cours. Et en fait, la situation est encore pire. Et la situation devient quasiment indémerdable. Les créanciers réclament encore plus de sacrifices de la part de la population grecque, notamment autour des retraites et des impôts, et il est question que le FMI sorte du jeu et que le dossier soit réglé simplement entre l'Union européenne, donc la Commission et la BCE et la Grèce. Mais tout ça, c'est pas joué, on ne sait pas encore ce qui va se passer. La BCE doit reverser les bénéfices effectués sur la dette grecque, c'est-à-dire des obligations de dette grecque qui avaient été confiées à la BCE, plutôt la BCE les avait rachetées pour alléger la dette, et la BCE va réussir à faire du bénéfice là-dessus. Et la BCE, pour l'instant, refuse de reverser cet argent à la Grèce, la procédure est encore bloquée. Il faut un accord, la négociation est bloquée, il faut un accord avant juillet pour éviter le défaut de paiement, et que la Grèce obtienne 86 milliards de prêts supplémentaires. Donc tout ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, c'est que ce feuilleton va nous tenir encore longtemps, et je pense qu'on a encore plus pour plusieurs années avant que le problème ne soit même pas réglé, mais le problème soit normalisé.
Alors, quelques informations sur la BCE, l'euro et l'Union économique et monétaire. Après ce point économique, on fera un petit break. Alors, je vous ai expliqué la semaine dernière pourquoi la France et l'Allemagne étaient en conflit sur la politique de la BCE. En fait, les taux bas favorisent la France qui peut sauver son budget avec une dette qui ne coûte pas trop cher, tandis qu'ils désavantagent, les taux bas désavantagent l'Allemagne, dont le système de retraite est basé sur des placements essentiellement obligataires. C'est-à-dire que quand les taux bas, l'Allemagne a du mal, quand les taux sont bas, l'Allemagne a du mal à payer, à financer ses retraites, et notamment les fonds de pension pour les retraités. Et la démographie de l'Allemagne fait qu'il y a de plus en plus de retraités, alors que quand les taux sont hauts, c'est la France qui ne peut pas payer sa dette et qui risque d'avoir un déficit abyssal. Donc en fait, il y a un conflit ouvert actuellement entre l'Allemagne et la France sur la politique de la BCE. Je vous rappelle que la BCE est indépendante et normalement ne doit de compte à personne, ne gère la politique monétaire qu'en fonction du taux d'inflation. C'est-à-dire son seul objectif, c'est d'avoir un taux d'inflation autour de 2%. Elle n'a aucune obligation sur le chômage, sur quoi d'autre chose, sur quels que soient les autres points, c'est le taux d'inflation qui est prioritaire. Alors on a appris cette semaine, les conservateurs allemands, qui sont du camp de Merkel, réclament que le directeur de la BCE soit remplacé par un Allemand. Ils disent que c'est fini de rigoler, maintenant il faut se remettre avec des méthodes de rigueur et de stabilité allemande, et si cette décision était suivie des faits, on assisterait à une véritable nationalisation de la Banque centrale. Donc actuellement il y a des manœuvres pour que la Banque centrale européenne devienne allemande, entre guillemets. Alors, quelques points sur l'union économique et monétaire. Donc l'union économique et monétaire, c'est le pacte, c'est le traité qui gère la zone euro en fait. En fait, il se prépare des choses graves en souterrain dont on n'entend pas du tout parler. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les 5 présidents des principales institutions de l'Union européenne ont mis en place un rapport en 2015 pour approfondir l'union budgétaire et fiscale et éviter la nouvelle crise. Donc l'union budgétaire et fiscale, pour éviter une nouvelle crise de l'euro. C'était le deuxième point du mois de juillet 2015. Alors la mise en œuvre a commencé en octobre avec la scission de la feuille de route en 2 étapes. La première étape doit s'achever en juin 2017 en utilisant les traités actuels pour stimuler la compétitivité et fusionner les politiques budgétaires au niveau de la zone euro pour compléter l'union financière. Je souligne bien le terme fusionner les politiques budgétaires. C'est-à-dire que si ça arrive, les États n'auront plus la main sur leur politique budgétaire, mais leur politique budgétaire sera décidée à la Commission européenne. Donc en fait, ce qui se passerait, c'est que les États feraient une proposition de budget, ce budget serait envoyé à la Commission européenne, et la Commission européenne, dans le cadre de l'Eurogroupe, en fait, ferait sa magouille et renverrait les budgets aux États. La deuxième étape se ferait en 2025. Elle aura besoin de modification des traités pour créer un trésor de la zone euro. Je dis bien un trésor de la zone euro. Alors, petite remarque de ma part, s'il y a un trésor de la zone euro, il y aura un impôt au niveau euro, au niveau de la zone euro. Et les premiers résultats de la phase 1 seront annoncés en juin 2016, donc bientôt, et un plan pour les prochaines étapes au printemps 2017. Vous remarquez qu'il se passe des choses quand même assez graves d'un point de vue réorganisation de la zone euro, et à aucun moment on parle de prendre l'avis des peuples et des référendums associés pour savoir à quelle sauce on va être mangé. Donc Marianne Denis, professeure de droit à l'Université libre de Bruxelles, présidente de l'Institut d'études européennes, nous dit « Une révision des traités se fait avec l'approbation de l'ensemble des États membres et la nécessité pour certains États membres d'avoir des référendums. Cela peut être très problématique. » Donc il y a de grandes chances qu'on s'arrange. Alors ça va un peu dans le sens, je vous l'ai dit la semaine dernière, il y a des gens qui aimeraient que tous les référendums au niveau de la zone européenne, l'Union européenne soient interdits, notamment les référendums qui traitent de problèmes européens. Donc, pour que ce genre de choses puisse se mettre en place, il faudra concomitamment que les référendums soient interdits. Donc, même si les crises actuelles, comme le Brexit, les réfugiés, ainsi de suite, ont ralenti les initiatives, elles sont toujours sur le feu, et donc on risque d'avoir des choses qui nous arrivent au mois de juin, en 2017, et puis après, dans les années qui suivent, c'est-à-dire une fusion quasiment totale, fiscale, budgétaire et trésor au niveau de l'Union européenne. Je peux vous donner la parole si vous avez quelques questions. Pour l'instant, non, je ne vois pas apparaître de questions, donc si tu peux continuer un tout petit peu. Alors, on va parler de la crise des réfugiés et surtout de sa gestion. Alors, premier point, la Pologne juge que le plan de l'Union européenne sur les migrants est mort. C'est les mots même de la Pologne. Donc, la Pologne ne peut pas recevoir les 7000 migrants qu'elle a accepté d'accueillir.
et juge que le projet européen prévoyant la répartition de 120 000 demandeurs d'asile est mort, et c'est les mots mêmes du vice-ministre des Affaires étrangères, Konrad Szymanski. Donc Varsovie a donné son accord à contre-cœur à ce projet, adopté fin septembre pour alléger le fardeau de l'Italie et de la Grèce. Et le gouvernement conservateur élu en octobre s'est engagé à en respecter les termes en dépit de son hostilité. Donc en fait, et c'est pas le seul gouvernement, ils ont eu un peu la main, on leur a un peu forcé la main pour que les choses fonctionnent, mais c'était pas leur avis profond. Alors le vice-ministre précise, je ne crois pas qu'il soit possible de mettre cette décision en œuvre, et je pense qu'elle est inapplicable dans la plupart des États membres de l'UE. En fait, elle n'est pas appliquée depuis le début, et rien n'indique qu'elle le sera par une majorité des États membres. Donc il faut voir que tous les pays de la frange Est de l'Union européenne sont contre cet accord et que personne ne le met en œuvre, il y a de grandes chances qu'il ne fonctionne pas. Alors s'il ne fonctionne pas, c'est quand même un des accords. Alors il y a l'accueil des migrants ou des réfugiés d'un côté, mais après il y a la gestion avec la Turquie, qui pose aussi des problèmes. Alors en parallèle, Viktor Orban de la Hongrie fait le tour de l'Union européenne pour présenter son plan Schengen 2.0. Donc il essaye de faire réformer Schengen et de convaincre un certain nombre de pays que Schengen soit réformé. Et lui, il est certain que le mécanisme d'accueil des quotas ne passera pas. Donc quand il va falloir le voter et le mettre en place de façon définitive, lui, il pense que ça passera pas et que il y a des pays qui s'y opposeront. Alors petite bombe en Allemagne. Helmut Kohl, dans un livre, soutient la position de Viktor Orban contre celle de Merkel. Donc Helmut Kohl, qui a rencontré le Premier ministre hongrois Viktor Orban le 19 avril, donc c'est pas vieux, c'était aujourd'hui, je pense qu'il y a une erreur dans la date, parce que l'article date d'aujourd'hui, ne s'est pas privé de critiquer l'ouverture des frontières européennes aux réfugiés. Donc il écrit « La solution se trouve dans les régions affectées, pas en Europe. L'Europe ne peut être le nouveau foyer de millions de personnes dans le besoin. » Et c'est ce qu'il a écrit dans la préface de l'édition hongroise de son ouvrage, qui s'appelle Aussorg Europa, excusez pour mon accent, qui veut dire par souci de l'Europe, et c'est un bouquin qui n'est pas traduit en français. Donc il y a quand même une opposition. Helmut Kohl s'était tu pendant toute la procédure de mise en place des mécanismes d'accueil, et là il lance quand même une pierre dans la mare, voire dans l'étang, en prenant le contre-pied d'Angela Merkel et en soutenant Viktor Orban dans ses positions. Des réactions? Pas de réaction. Moi, je pensais, ton avis, quelle est la position et le ressenti de Merkel par rapport à tout ça? Moi, je crois que Merkel, elle est entre le marteau et l'enclume, parce qu'elle joue contre son parti. J'ai lu que beaucoup de gens quittaient son parti à cause de sa position. Donc, je pense qu'elle veut ménager la chèvre et le chou, et je pense qu'elle est sur le fil du rasoir et qu'elle est dans une position extrêmement instable. D'un côté, son parti même, une frange de son parti est contre sa position. Il y a la partie gauche de son parti qui est pour les réfugiés. Helmut Kohl qui vient mettre les pieds dans le plat. Je pense que ça va tanguer pas mal. Il va y avoir des élections bientôt là, et je pense que ça va tanguer pas mal. Il y a des élections en Allemagne à propos de quoi Il y a des élections générales l'année prochaine, je crois. Ah d'accord. Sinon, pas de questions pour l'instant. Alors on va parler des suites du référendum aux Pays-Bas. Donc de mémoire, le 6 avril, si je ne l'ai pas noté, mais 6 avril, il y a eu le référendum aux Pays-Bas qui avait été impulsé par des associations qui avaient récupéré plus de 450 000 signatures. Et donc ce référendum non contraignant s'était opposé à la ratification par le Parlement de l'accord Union européenne-Ukraine. Alors cette semaine, le Premier ministre a souligné le fait qu'il sera impossible de ratifier. Je vous rappelle que le référendum est non contraignant, et donc le Premier ministre a souligné le fait qu'il serait impossible de ratifier cet accord au Parlement parce que ça ne serait pas respecter la volonté des électeurs, et il a dit qu'il faudra renégocier l'accord article par article. Donc ça ouvre un conflit du côté européen, mais c'était que des volontés à ce moment-là, et le vote du Parlement normalement avait lieu aujourd'hui pour la ratification, mais juste avant de me connecter, j'ai cherché des informations, j'ai rien vu. Donc le Parlement a lieu aujourd'hui ou ce soir, donc on devrait avoir de l'information demain. Normalement, si les parlementaires suivent ce qui a été dit cette semaine, cet accord ne sera pas ratifié. Ce qui fait que cet accord tombe d'office, puisqu'il faut l'unanimité pour un accord international. Il sera pas ratifié par qui? Le Parlement, donc par les Pays-Bas, par le Parlement des Pays-Bas. Ok. Et tu penses que d'autres
d'autres députés européens d'autres pays vont s'opposer aussi à cet accord? Ça n'a pas d'importance puisqu'il faut l'unanimité. Donc, il suffit qu'un seul pays dise non et c'est mort. On est d'accord. Alors, suite au référendum de l'accord UE-Ukraine, ça a donné des idées à beaucoup de gens et des associations sont en train de monter le même scénario pour imposer un référendum contre le TAFTA. Donc, il y a de grandes chances qu'un référendum soit organisé aux Pays-Bas contre la ratification du TAFTA. Et si la même procédure fonctionne et est mise en place, et ben les Pays-Bas ne ratifieront pas le TAFTA. Alors, il y a un petit problème là parce que je vous rappelle qu'on ne sait pas à l'heure actuelle si le TAFTA, on ne connaît pas le statut de ce traité, s'il est négocié, qu'il est accepté. On ne sait pas quel est son statut. Donc il y a deux statuts possibles. Ou c'est un statut purement européen, et à ce moment-là, c'est le Parlement européen qui le ratifie avec accord de la Commission, et ça suffit. Ou il a ce qu'on appelle un statut mixte, et il faut qu'il soit ratifié par les parlements. Il y a des chances pour que ce traité ne passe jamais dans les parlements nationaux. Donc dans ces cas-là, le référendum, ça serait un coup d'épée dans l'eau. Le référendum du Pays-Bas. Mais ça, on ne sait pas encore. D'autant plus que si ce traité a un statut mixte, il y a des chances qu'il y ait besoin, dans certains cas, dans certains pays, de référendum. Et là, la situation devient très compliquée pour l'Union européenne. Alors, on a appris cette semaine, notamment au dernier sommet J'ai quelque chose qui a eu lieu la semaine dernière, Merkel pousse pour une accélération du processus d'acceptation de ce TAFTA, enfin de la fin des négociations, et voudrait que les négociations du TAFTA soient terminées pour la fin de l'année. Alors on ne sait pas pourquoi elle est pressée comme ça interroge beaucoup de monde, mais voudrait que pour la fin de l'année 2016, le TAFTA soit plié et qu'on rentre dans la phase de ratification. Alors en complément de ces informations liées au TAFTA, donc c'est pas lié au référendum des Pays-Bas, mais lié au TAFTA. Le Parlement wallon, vous savez que la Belgique c'est un État fédéral qui a les Wallons, les Flamands, les Wallons et puis la ville de Bruxelles. Et le Parlement wallon a la volonté de ne pas donner son autorisation au Parlement fédéral belge pour ratifier le traité de libre-échange avec le Canada. Donc l'année dernière, la Commission européenne a finalisé le traité de libre-échange, s'appelle CETA, Union européenne-Canada. Le Parlement européen l'a accepté et donc maintenant il faut une ratification dans tous les pays. Et donc si les Wallons ne donnent pas leur délégation de signature au Parlement fédéral, la Belgique ne pourra pas ratifier ce traité, cet accord de libre-échange, et donc il tombera d'office, ce qui bloquerait complètement. Une question peut-être. Attends, je finis. J'ai eu une phrase. Vas-y, On sait finis. que le CETA, c'est le petit frère du TAFTA. Donc, si ça bloque, ça risque de mettre quand même quelques grains de sable dans la machine. Alors, ok, maintenant, tu vas avoir une question de Eric du 17 qui va nous la poser de manière précise et concise. À toi, Eric. Merci, j'ai bien entendu. Juste, on a vu l'intervention du député Poisson à l'Assemblée nationale, indiquant qu'aujourd'hui, les députés peuvent voir à peine, ce que comprend les premiers articles du TAFTA, et ceci dans une chambre surveillée et sans avoir le droit de prendre aucune note. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est pas le premier à le dire. Yannick Jadot des Verts l'a dit, en député européen, même pas député national, député européen. Il y en a plusieurs, notamment des Allemands, qui se sont plaints. Pour moi, c'est une atteinte totale à la représentation démocratique, puisque nos élus, puisque normalement ça devrait être nos représentants, doivent faire une demande écrite d'accès à ces documents. Ils sont dans une pièce aveugle. Sans téléphone, sans papier, sans crayon, pas avoir de faire de photocopie. Et si ils divulguent ce qu'ils ont vu, ils peuvent aller en prison. Pour moi, on est dans du Kafka, quoi. Et donc, qu'est-ce que l'on peut attendre demain d'une éventuelle vote dans les assemblées si de toute façon les députés n'ont qu'une demi-journée ou une journée pour prendre connaissance d'un dossier aussi important et important et complexe. Alors, ça, les parlements. Alors, deux choses. C'est pas certain que ça descende dans les parlements nationaux, c'est tout à l'heure. Alors, même au niveau du Parlement européen, après, si ça reste au niveau du Parlement européen, c'est à nos députés de trouver tous les moyens légaux
de trouver du temps, et ils peuvent avoir du temps pour étudier les dossiers. Je veux dire, les procédures sont assez en leur faveur dans ce cas-là. C'est-à-dire que s'ils ont besoin en commission de temps pour étudier les dossiers, ils pourront le prendre. Maintenant, des dossiers de ce type-là, c'est pas juste sur le texte qu'on peut décider. Il faut faire des simulations, il faut faire des expertises, il faut faire des choses comme ça. Donc le vote, ça sera de pure forme. Ça, c'est du côté au niveau Parlement européen. Et comme on ne sait pas si ça va descendre au niveau du Parlement, des parlements nationaux, donc voilà, on se pose la question. Maintenant, il faut savoir aussi que ce sont des textes, quand ils descendent au niveau des parlements nationaux, ils sont non amendables. C'est-à-dire, en gros, on dit oui ou non. C'est une ratification. Et même au niveau du Parlement européen, il y a de grandes chances, et là, très très forte probabilité, que ça soit même pas amendable. C'est-à-dire qu'en fait, les parlementaires ont le droit simplement de dire oui ou non sur ce traité. Ce qui est lamentable, parce que un traité, ça doit être discuté par la représentation nationale ou internationale, c'est-à-dire par nos représentants élus, et non pas par les fonctionnaires. C'est un pur scandale. Maintenant, tu aurais une question de Domenico du 67. Est-ce que tu as entendu Martin Schulz sur France Inter hier matin, parce que il a eu des questions des auditeurs sur le TAFTA, et lui disait c'est normal que ce soit secret parce qu'on négocie, mais de toute façon ça sera rendu public parce qu'il faudra que ce soit ratifié par les parlements nationaux. Alors, c'est écrit nulle part, mais c'est ce qu'il disait. Est-ce que tu as entendu et qu'est-ce que tu en penses? Je l'ai pas entendu. Mais moi je ne sais pas comment il peut le dire, puisque personne n'est capable de le dire pour l'instant. C'est la commission qui décidera. En Martin Schulz, il n'est pas à la commission, il est au Parlement. Donc lui, il défend son bout de gras, mais dans l'état actuel des choses, c'est dans la main du comité 207, si je me rappelle bien, ou 210, un truc comme ça, qui est en fait la Commission européenne, plus des délégations des diplomates de chacun des pays. Mais le Parlement européen, voilà, donc c'est tout ce qu'on sait pour l'instant, puisque c'est que quand il sera négocié qu'on saura quel statut il a. C'est cette histoire autour des traités, alors que la négociation soit secrète, je dirais, je vois pas pourquoi elle doit être secrète. Je veux dire, on défend du bien public. C'est pas du droit des affaires, c'est pas du secret, c'est pas du brevet, c'est pas des dispositions techniques, simplement des dispositions légales, juridiques, dans le cadre de l'implication de nations et de peuples. Moi, je vois pas pourquoi ça doit être secret. Je veux dire, chacun doit jouer carte table. C'est comme si on disait qu'une loi devait être secrète jusqu'au jour où elle était. C'est n'importe quoi. C'est de l'esbrouf, ça. Ok. Maintenant, on aurait une question de Yannick du 64, qui, d'après ce que j'ai compris, n'a pas de micro, donc je vais te la poser. Que pensez-vous de Express Live Business? La Finlande sera le premier pays européen à introduire un revenu de base inconditionnel. La Finlande sera le premier... Mais répète la question. Voilà. Est-ce qu'on peut reporter cette question à la fin au débat, puisque là on parle Ben de oui, choses, comme on a un peu hors sujet, on la reportera à la fin. Je la note. Tu la notes, puis on en reparlera un peu plus largement. Je continue? Tu continues, il n'y a pas d'autres questions. Alors on va parler du Brexit maintenant, ou en tout cas de la campagne pour le Brexit. Je vous rappelle, ou si vous l'avez pas vu, je vous le dis, la campagne officielle donc a démarré le 10 avril. Donc c'est comme une campagne électorale, c'est une campagne référendaire, ça a commencé le 10 avril. Donc la commission électorale a désigné les noms des deux camps qui vont s'opposer le 23 juin. Donc il y a un camp qui s'appelle Vote Leave en faveur du Brexit, et l'autre s'appelle The In Campaign, qui est la partie pro-UE. Alors cette désignation officielle, alors il y a deux chefs de file qui ont été nommés pour chacun des camps. Et cette désignation officielle donne le droit à chaque camp de dépenser un maximum de 7 millions de livres, à peu près 8,7 millions d'euros. Tandis que les autres groupes qui ne sont pas associés à chacune de ces deux listes, les autres groupes auront le droit de dépenser qu'un maximum de 700 000 livres chacun. Alors cette décision pose un premier problème, c'est que le gouvernement, avant cette date, a dépensé 10 millions de livres pour imprimer et envoyer à tous les électeurs un petit livre de 8 pages de propagande contre le Brexit. Donc, est-ce que ces 10 millions de livres doivent être comptés dans la campagne? C'est un problème qui a été posé donc par les opposants au gouvernement. Et notamment, les opposants, par la voix de Nigel Farage, demandent aux électeurs de renvoyer en port gratuit ce petit document au 10 Downing Street, qui est la résidence officielle du Premier ministre. Et donc, Farage est allé lui-même déposer son exemplaire dans la boîte aux lettres du Premier ministre. Donc, s'il y a quelques centaines de milliers, voire quelques millions
de personnes qui envoient le petit bouquin, ça risque d'être assez rigolo, les millions de facteurs qui vont être 10 Downing Street. C'est très bon, ça, symboliquement. Alors évidemment, ce qui est propagande, c'est lancé, avait déjà commencé, mais là ça augmente et il va y avoir le paroxysme bientôt puisque ça va augmenter jusqu'au 23. Donc là cette semaine on a la Banque d'Angleterre, donc la Banque d'Angleterre c'est la banque centrale d'Angleterre, hein, la Banque d'Angleterre qui soutient Cameron pour rester dans l'Union européenne et qui dit que ce serait une catastrophe que l'Angleterre sorte de l'Union européenne. Plus bizarrement et de façon étonnante, beaucoup de gens étaient étonnés, Jeremy Corbyn, qui est donc le leader de l'opposition, soutient Cameron, soutient le fait de rester dans l'Union européenne, il soutient du bout des lèvres, c'est pas très enthousiaste en parlant du caractère imparfait mais protecteur de l'Union européenne. Donc il dit l'Union européenne n'est pas bien, mais on est mieux dedans qu'à l'extérieur. Voilà, donc ça c'est assez étonnant. Alors, il faut savoir que beaucoup de députés du camp de Jeremy Corbyn sont pour le Brexit, hein. Et beaucoup de députés d'ailleurs pro-Cameron sont aussi pour le Brexit. Je crois que c'est 129. Alors, gros dossier de cette semaine, fin de cette semaine, il y a un rapport du ministère des Finances qui est sorti, présente 3 scénarios post-sortie. Donc c'est un rapport qui a été publié, un rapport de 200 pages, qui a été présenté par le ministre des Finances, George Osborne, au cours d'un discours à Bristol. Donc ce rapport cultive la peur, on y trouve ce genre de phrases. Les familles britanniques paieraient un lourd tribut économique. Alors, selon les prévisions du Trésor britannique, chaque foyer du Royaume perdrait environ 4300 livres sterling de revenus par an, à peu près 5400 €, et ce de manière permanente. Pour l'économie britannique, quitter l'UE équivaudrait à s'automutiler, le pays serait appauvri pour toujours. Alors, petite remarque personnelle, cultiver la peur auprès des gens comme ça risque d'être même contre-productif, puisque l'opposition s'en est saisie et a dit mais c'est n'importe quoi, je ferai quelques remarques après. Alors, il y a 3 scénarios qui sont présentés dans ce rapport. Première hypothèse, le Royaume-Uni rejoint l'espace économique européen. Donc il aurait le même statut que la Norvège. Alors il faut savoir que l'espace économique européen, ce sont des pays qui ont accès au libre-échange entre guillemets en contrepartie d'une cotisation qui se compte en milliards, hein, je crois que ça serait 1 ou 2 milliards. Donc le pays conserverait alors un accès réduit au marché unique, mais il devrait instaurer des tarifs douaniers pour certains échanges avec l'Union. La Grande-Bretagne devrait également accepter la réglementation européenne sans avoir son mot à dire sur elle, faire une contribution au budget de l'Union européenne et accepter la libre circulation des personnes. Au bout de 15 ans, le PIB britannique serait inférieur d'au moins 3,4% à ce qu'il serait si le pays restait dans l'UE. Donc ça, c'est première hypothèse, c'est avoir le même statut que la Norvège. Vous pouvez regarder les statistiques, la Norvège n'a pas de problème particulier, hein. Elle a des problèmes de pays d'économie classique, mais pas plus que ça, hein. Deuxième hypothèse, Londres négocierait un accord bilatéral avec Bruxelles et donc aurait le même statut que le Canada. L'accès au marché unique serait alors moindre, notamment dans le domaine des services, qui représente 80% de l'économie britannique. Les banques basées au Royaume-Uni ne bénéficieraient plus du passeport, entre guillemets, qui leur permet de vendre leurs services librement sur le continent. L'impact sur le PIB pourrait alors grimper à 8% d'ici la fin de la prochaine décennie. Et la troisième hypothèse présentée donc par le ministère des Finances, le Royaume-Uni ne négocierait aucun accord avec l'Union, il retrouverait alors une liberté totale pour restreindre l'immigration sur son territoire, mais se retrouverait sous les règles de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, comme le Brésil ou la Russie. L'introduction de barrières douanières serait alors probable, entre guillemets, selon le ministère des Finances. Le PIB serait amputé de près de 10% dans le pire des cas. Dans tous les scénarios, l'impact sur l'économie se répercuterait sur les recettes fiscales, qui seraient réduites elles aussi de 20 à 45 milliards de livres par an. Je vais maintenant vous livrer mes commentaires. Alors, il y a une hypothèse qui est oubliée dans le rapport, c'est que la Grande-Bretagne pourrait se rapprocher de la sphère anglophone, notamment des États-Unis et du Canada, et puis surtout du Commonwealth. Donc en fait, ils intégreraient une autre union, qui serait une union d'échange, qui n'est pas ni une union monétaire, ni une union politique, mais qui serait une union d'échange. Bon, ça c'est juste bête remarque. Alors, je rappelle que c'est les mêmes genres d'économistes qui avaient prédit que l'euro nous donnerait la prospérité, le plein emploi et la croissance infinie. Donc, si on croit à ce que disent ces économistes, il faut croire au fait que l'euro nous donne la prospérité, le plein emploi et la croissance infinie. Ce sont aussi les mêmes économistes qui sont incapables de prédire un taux de croissance à 3 mois dans une situation connue, mais ici, ils nous donnent un coût à 1 euro près pour chaque famille dans 15 ans, alors que la plupart des paramètres du modèle sont flous, voire inconnus. Donc, il est hors de question de croire ce genre de prévision, puisque ces économistes sont incapables de faire le travail pendant 3 mois. Alors, je rappelle aux anciens, et j'apprends aux plus jeunes, qu'en 81,
devant le risque de l'élection de François Mitterrand, on nous menaçait des chars russes sur la place de la Concorde. Donc on avait un peu le même genre de choses. Si on votait socialiste en 81, alors les Russes allaient nous envahir. Et c'était pas à mots couverts, hein. C'était dit aux heures de grande écoute à la télé. Donc voilà le genre de scénario de peur qu'on nous propose simplement pour influencer les votes. Et je pense que ce rapport du ministère des Finances est de la même veine. Alors juste en contrepoint, en France, Marine Le Pen a déclaré que chaque pays devrait avoir le droit de décider de rester ou non dans l'Union européenne par l'organisation d'un référendum spécifique pour que chaque peuple s'exprime. C'est la seule du paysage politique français qui a dit ça. Alors, il y a peut-être des petits acteurs qui l'ont dit, mais en tout cas, dans les acteurs majeurs, c'est la seule qui a souligné le côté démocratique de la chose. Dernier point sur le Brexit. L'Écosse a prévenu qu'en cas de Brexit, elle redemandera un référendum sur son indépendance, son objectif étant de prendre son indépendance pour réadhérer immédiatement à l'Union européenne dans la foulée. Ce problème n'est non traité par et non il n'y a pas d'article dans les traités qui traite de ce problème-là. Hein. Ça serait un problème juridique pour l'Union européenne parce que c'est inédit. Enfin voilà le genre d'ambiance qu'il y a actuellement. S'il y a des questions à ce sujet-là. Il n'y a pas de question, mais quand tu parles de l'Écosse, pardon. L'intérêt de l'Écosse, c'est quoi? C'est de se dire que si elle rentre dans l'UE, elle sera bénéficiaire nette de l'UE. Oui, et puis elle en parlait déjà. Hein. Pendant qu'il y avait le référendum sur son indépendance, sa demande d'indépendance, les gens disaient que s'il prenait l'indépendance, tout de suite, ils déposaient un dossier pour réadhérer à l'UE. Donc, dans un cas ou dans l'autre, ils voient leur avantage à être dans l'UE. L'Écosse, c'est pas un pays riche, et donc je pense que l'Écosse profiterait de l'argent de l'Union européenne et puis de l'échange effectivement avec l'Union européenne. Alors, juste pour finir avec ce point-là, les sondages donnent les deux camps vraiment au coude à coude et avec presque 20-30% de gens qui disent qu'ils ne savent pas s'ils vont aller voter ou qui n'ont pas encore pris de décision. Donc sur les exprimés, ça ne va pas au coude à coude, mais il y a quand même beaucoup de gens qui ne disent pas ce qu'ils vont voter ou qui ne savent pas encore ce qu'ils vont voter et voire ils ne savent même pas s'ils vont aller voter. Ok. On a une question là de Eric. Oui, toujours rapidement. Donc qui sortirait à quel titre? Au titre de l'article 50? Non, il n'y a même pas. Non, de toute façon, ils respectent pas les traités, donc non. Peut-être qu'ils appliquent l'article 50, mais personne n'en parle. Je pense que de toute façon, en ce qui concerne l'Écosse, c'est, je pense, une manœuvre délatoire, puisque de toute façon, si l'Angleterre sort de l'Union européenne, donc elle est à même de rétablir des frontières, et donc ça risque d'être un sacré bordel pour les Écossais de recevoir ou d'envoyer de la marchandise par voie de terre. Attention, c'est pas l'Angleterre qui veut sortir, c'est le Royaume-Uni. C'est pas l'Angleterre, c'est le Pays de Galles, l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande. Oui, j'entends bien, mais de toute façon, si le Royaume-Uni sort et que l'Écosse demande son indépendance et donc réadhère à l'Union européenne, c'est voilà. De toute façon, dans tous les cas, ça va être un très gros bordel parce que alors, il faudrait que l'Écosse que ça ne transite que par mer, mais de toute façon, il faut pas se leurrer. Les pays ont besoin de faire du commerce. Si la Grande-Bretagne sort de l'Union européenne, il y aura des accords de commerce qui seront passés. C'est obligatoire, ça a toujours été fait comme ça. Je disais la semaine dernière, même pendant la guerre de 100 ans, la France et l'Angleterre continuent à faire du commerce. Ils continuent à faire du commerce. Les frontières sont pas fermées. L'Angleterre reprendra peut-être le contrôle de ses frontières pour les personnes, mais c'est déjà le cas. Mais pour les marchandises et pour les capitaux, ça continue à circuler. Les gens qui gèrent tout ça, les grandes fortunes, les multinationales ne seront pas dépossédés. Une question maintenant de Domenico du 67. C'est pas tout à fait une question, mais je reviens à l'intervention de Martin Schulz hier matin sur France Inter. Alors lui a cité l'article 50 sans le citer, puisqu'il a eu des questions encore sur ce qui se passerait si le Royaume-Uni sortait, que deviendraient les fonctionnaires européens, britanniques et tout ça. Et il a parlé qu'il y aurait une négociation qui pourrait prendre 2 ans, et que c'est à ce moment-là que tout ça serait décidé, et qu'il peut pas le dire pour l'instant, donc c'est bien qu'il envisage l'article 50. De toute façon, c'est le seul cadre juridique, donc c'est même pas la peine de l'évoquer. Si la Grande-Bretagne décide de sortir,
il faudra mettre en œuvre un cadre juridique pour qu'ils sortent. Donc, ils feront a posteriori un article 50, c'est-à-dire, voilà, on a laissé de sortir, donc maintenant on demande de sortir, et puis après, il faudra qu'ils négocient, parce que en fait, c'est comme dans un divorce, hein. Il faut savoir qui garde les gosses, qui paye la nourriture du chien, et ainsi de suite, hein. Donc, effectivement, dans le cas de l'article 50, c'est prévu 2 ans de négociation pour savoir qui paye les fonctionnaires, qui va payer les retraites, où en sont les subventions, l'argent qui est versé, est-ce qu'on verse, est-ce qu'on continue de le verser, qui paye quoi, enfin voilà, il y a des milliards en jeu, il y a des personnes en jeu, donc il y aura des négociations. Mais ce que je disais, c'est que l'article 50 n'est pas cité, puisque d'office, s'il y a un oui au référendum, l'article 50 sera appliqué par défaut. C'est-à-dire c'est plus le cadre juridique que l'invocation de l'article 50 pour sortir. Voilà ce que je voulais dire. Ok. Tu as de nouveau une question concise de Eric du 17. Oui, je suis toujours dans le 17. Mais dans ce comment hypothèse, l'Angleterre sort, par contre le TAFTA est signé et puis donc elle se rapproche des États-Unis. Pour elle, le truc reste le même. Si ce n'est de reprendre le contrôle de ses frontières et d'éviter que les gens et de reprendre le contrôle des personnes. Eh ben, c'est ça le problème du traité mixte ou du traité européen, parce que si le traité est purement européen et que c'est que la Commission et le Parlement européen qui le signent, qui le ratifient, un pays qui sort de l'Union européenne, l'accord ne peut plus lui être appliqué. Par contre, si son Parlement l'a ratifié, ça pose un problème, parce que le Parlement a ratifié un accord, le pays sort de l'Union européenne, mais comme le Parlement a ratifié l'accord, ça doit encore lui être appliqué. Donc il y a encore un gros problème juridique qui va se poser. Maintenant, faisons l'hypothèse, là c'est le 23 juin, le TAFTA n'est pas signé, hein. Donc le Brexit c'est le 23 juin. Faisons l'hypothèse que le Brexit soit décidé le 23 juin. Eh ben c'est fini. Le TAFTA n'étant pas négocié et encore moins ratifié, l'Angleterre, enfin la Grande-Bretagne plus exactement, n'a aucune raison d'appliquer le TAFTA. Tu veux faire un commentaire, Eric? Non, c'est ok. Bon, eh bien écoute, là on n'a plus de questions pour l'instant, donc je te propose de continuer, Yannick. Ok, merci beaucoup. Donc on continue, on va parler un petit peu de propagande. Alors, la Commission européenne va étendre sa campagne de propagande pro-européenne pendant qu'il y a de profonds désaccords entre les membres de l'Union. Donc ça la gêne pas. Par exemple, de désaccords, l'annonce de la Pologne de son refus d'accueillir 7000 réfugiés sur son territoire. Donc c'est quand même une grosse épine dans le pays de l'Union européenne, mais la Commission continue à faire sa campagne pro-européenne en disant que tout va bien, c'est super, grâce à l'Union européenne, on est heureux, on rigole tous les jours. Alors initialement, le budget prévu pour cette campagne d'information était de 25 700 000 euros, et selon des données publiées en septembre, donc selon des données publiées en septembre, mais on vient d'apprendre que le budget a augmenté et passé à 30 millions d'euros. Donc la Commission européenne a débloqué jeudi dernier ce budget spécial sur 2 ans pour des événements de communication qui comprennent, entre guillemets, des dialogues de citoyens, des grandes conférences, la participation à des événements internationaux comme les foires, les expositions, ainsi que des événements virtuels. Fin des guillemets. Et il est également stipulé que si la campagne s'avère être un succès, elle sera renouvelée. Alors normalement, juste une petite incise, le budget sur un exercice, c'est-à-dire 7 ans, la Commission européenne pour sa propagande est de ce 840 millions d'euros, sauf en année électorale où là, ça crève les plafonds. Donc ça, c'est un budget spécial, spécifique à faire des grands dialogues citoyens. Alors je vous rappelle que quand il y a une communication, un événement de la Commission européenne, il n'y a pas de dialogue, hein. Il y a des mecs qui parlent, des mecs qui écoutent, et puis c'est ça qu'ils appellent un dialogue. Alors, un exemple d'événement basé sur le dialogue citoyen sur le thème des migrations, parce qu'il faut absolument faire accepter les migrations. Alors, ce qui est prévu, il s'agit d'une réunion de plusieurs commissaires européens et de 500 spectateurs dans un théâtre antique grec. L'hôte de l'événement devra établir une communication avec l'île de Lampedusa en Méditerranée, point d'entrée en Europe pour des milliers de réfugiés chaque année, pour permettre aux habitants de Lampedusa de poser leurs questions aux commissaires européens. Donc vous voyez, grand scénario, quoi. Alors écoutez la suite, c'est assez édifiant. Jean-Claude Juncker a précisé que l'objectif était de parvenir à véhiculer, écoutez bien, une meilleure compréhension par les citoyens européens de l'Union européenne, ses priorités et ses activités, dans le but d'inculquer aux populations l'idéologie européenne. Je répète, dans le but d'inculquer aux populations l'idéologie européenne. C'est une citation officielle extraite des documents qu'on trouve sur le site de la Commission européenne.
Je souligne l'expression inculquer l'idéologie européenne. Moi, quand j'ai lu ça, je suis allé voir tout de suite comment se faisait la propagande du Troisième Reich, et ça a comparé à la prise de pouvoir sur les consciences du Troisième Reich. Ça fait très Goebbels. La propagande nazie est un élément fondamental de la mise au pas de la société allemande et devint un élément central du caractère totalitaire du régime. Quand j'ai lu la déclaration de Juncker, ça m'a sauté aux yeux et je trouve que la dérive de la Commission est très très inquiétante. Quelques réactions à... Alors je vous rappelle juste que ces 30 millions, c'est votre argent. C'est l'argent qui est versé par les pays membres et c'est notre argent qui sert à nous faire inculquer l'idéologie européenne. Notamment, c'est pas dans cette opération, c'est une opération classique, dans toutes les écoles de France, sur toutes les télés, dans toutes les radios, dans tous les journaux, la Commission européenne place des conférences, des reportages écrits, des reportages audiovisuels qu'elle paye et qu'elle place exactement où elle veut, quand elle veut, dans tous les médias. Il faut savoir que tous nos journalistes partent en séminaire, tout frais payé, par la Commission européenne pour que la Commission européenne leur explique pourquoi c'est bien l'Union européenne. Petite réaction ? Alors, on n'a pas de questions, mais je pense que ce que tu nous cites là, notamment les déclarations de Juncker, doivent en estomaquer plus d'un. C'est vrai que c'est carrément alarmant. Alors, petite suite aux crises du terrorisme là qu'il y a eu en Belgique et en France. Donc le Parlement européen a voté, après 7 ans de tergiversation, en faveur de la mise en place d'une directive pour un PNR. PNR, c'est Passenger Name Record, donc qui est un fichier européen permettant de recenser des informations sur les passagers aériens rentrant, sortant ou voyageant à l'intérieur de l'Union européenne. Donc toute la presse a salué cette avancée comme une victoire de l'unité européenne. Alors quand on lit les documents et qu'on regarde un peu plus près, donc contrairement à ce qui a été écrit dans la presse, le Parlement a voté pour 28 PNR, donc chaque pays a son PNR, sans obligation d'échange entre États, et s'il y a un échange limité de données. Donc en fait, il n'y a pas de PNR, comme ça a été dit par beaucoup de gens à la radio, à la télé, ainsi de suite. Simplement, c'est une directive qui dit à chaque pays, vous pouvez mettre en place, c'est pas vous devez, vous pouvez mettre en place un fichier national des voyageurs, et puis il faudra faire le mieux possible pour échanger des données si besoin. Le coût de mise en œuvre va être phénoménal, on parle de plusieurs milliards d'euros, très certainement. Alors on parle de 500 millions d'euros. Je connais très bien les projets informatiques. Quand on parle d'un coût initial de 500 millions d'euros, je peux vous dire ça finira à plusieurs milliards d'euros. Et en plus, ça va encore engraisser les mêmes boîtes que d'habitude, les grosses boîtes de développement, voire des boîtes américaines qui vont développer ces trucs-là. Donc voilà encore du gaspillage de notre argent sur des avancées qui ne sont pas des vraies avancées. Quelques informations bancaires maintenant. Alors, il y a quelques temps, je ne sais plus il y a combien de temps, 5-6 semaines, je vous parlais des difficultés financières d'une banque autrichienne, qui n'était pas la plus grosse, et dont le sauvetage a eu pour conséquence de réduire considérablement le budget d'éducation nationale autrichienne de plusieurs milliards d'euros. C'est-à-dire qu'il y a eu un transfert budgétaire de crédit de l'éducation nationale autrichienne vers le sauvetage de cette banque-là. Alors, il y a environ un an, ça c'est une chose, maintenant autre chose, il y a environ un an, la Bad Bank ETA, H-E-T-A. Alors une bad bank, c'est quand on a une banque qui va mal, on la coupe en deux, on met ce qui va bien dans une banque et ce qui va mal dans une autre banque. Ce qui va, la banque où on a mis les choses qui allaient mal s'appelle la bad bank. Donc la bad bank, qui est le zombie de la banque en faillite Hypo Alpe Adria, révélait un nouveau trou financier. Et aujourd'hui, ces derniers jours, le régulateur autrichien vient de décider d'un haircut de 54% pour les créditeurs seniors. Alors, ça veut dire quoi ? Haircut, ça veut dire coupe de cheveux. C'est un autre mot pour dire qu'on refuse de payer la dette donc de 54% et en piquant le pognon en interne pour se sauver. Les créditeurs seniors, ça veut dire ce sont les actionnaires, les détenteurs d'actions. Les créditeurs juniors, ce sont les épargnants. En français, il faudrait dire, en bon français de banque, il faudrait dire crédit event ou événement de crédit plutôt que haircut. Mais c'est la spécialité des banquiers et des économistes de mettre des mots compliqués sur des choses simples pour qu'on les comprenne pas. Alors pour le moment, ce sont les obligations qui sont concernées.
Alors vous allez vous dire, des obligations, tant pis, c'est pas grave, hein, mais je vous rappelle que les obligations, c'est ce qui remplit tous les contrats d'assurance vie. Donc quand vous avez un contrat d'assurance vie en fonds euros, et ben dedans il y a des obligations, peut-être des obligations de cette banque-là. Et les détenteurs de ces obligations viennent de se faire flouer de 54% de leur placement. Et c'est pas terminé, parce qu'il y a de grandes chances que si cette banque n'est pas sauvée, qu'on aille chercher de l'argent directement sur le compte des épargnants. Et donc les clients risquent de perdre leur dépôt, ou au moins une partie de leur dépôt. Donc en effet, dans ces cas-là, les pertes sont prises d'abord par les actionnaires, puis les détenteurs d'obligations, et enfin les clients. Exactement comme c'est prévu par la nouvelle réglementation européenne sur la résolution des faillites bancaires. L'Autriche devient ainsi le premier pays européen à appliquer une nouvelle règle du renflouement interne de l'Union européenne qu'on appelle le buy-in. Donc le buy-in, ça veut dire que c'est les clients de la banque qui payent, ou ses propriétaires. Le buy-out, c'est l'État qui paye. Donc il n'y a plus de buy-out normalement en Europe, c'est que du buy-in, c'est-à-dire ce sont les épargnants, les détenteurs d'obligations, les actionnaires qui payent les faillites. Juste, alors on dit que l'Autriche est le premier pays à appliquer ces nouvelles règles. Bon, il faut juste se rappeler que Chypre avait appliqué en avance le mécanisme en piquant l'argent des épargnants, mais comme c'était essentiellement des Russes, personne n'avait crié très très fort. Des remarques là-dessus? Alors, juste pour vous dire que ce que je viens de vous dire là, ça peut arriver en France à n'importe quel moment. Hein. Alors oui, une nouvelle question de notre ami Eric, toujours dans le 17. Oui. Je vais peut-être une remarque. On va peut-être lui faire une promotion dans le 18. Hein. Très drôle. Je pense que tout ça, en fait, c'est bon. Tout ce qui concerne ces problèmes financiers sont le résultat d'un jeu de domino, et je crois qu'il y a une nouvelle qui est assez attendue sur les marchés financiers, qui devrait tomber normalement demain, sur le yuan, car les Chinois ont décidé d'adosser en fait le yuan pour lui donner une certaine consistance à l'étalon or. Donc ils considèrent, ils promettent que le yuan sera validé par l'or et aura une contrepartie en or. Et par contre, ils ont refusé, ils vont refuser a priori, que le yuan puisse être échangé contre des dollars, considérant que cette monnaie, de toute façon, ne représente que la valeur du papier. Et je pense que si ceci est annoncé, je pense que ça risque de faire un peu de bruit dans le landerneau, d'autant plus, on s'en était ouvert avec Shaman sur un autre sujet, d'autant plus qu'ils ont quand même quelques milliards, 2 à 3 000 milliards de réserves en dollars, dont ils se séparent en ce moment en achetant des terrains un petit peu partout. Alors, il y a même 3 nouvelles. Il y a 3 nouvelles. Une qui est annoncée, c'est que la Chine lance sa propre cotation de l'or, indépendamment de la cotation internationale. Deuxième chose, le yuan va être convertible en or. Ça, il y a eu des annonces, mais pas l'annonce officielle encore. Enfin, moi, je l'ai pas vu. J'ai juste vu des annonces de rumeurs, mais pas d'annonce officielle. Par contre, le troisième point dont tu parles, c'est-à-dire la non-convertibilité du yuan en dollars, ça, je l'ai pas encore lu. Mais si ça arrive, ça va être une bombe atomique. Hein. Ok, on n'a plus de questions pour l'instant. Alors, je vais vous parler de points un peu techniques. Il va y avoir 2 points un peu techniques ce soir, mais c'est important de les comprendre parce que ça a des grosses conséquences pour l'Union européenne. Alors, je vais faire la suite de la semaine dernière sur la crise de l'acier. Je vous ai déjà parlé d'un début de la crise de l'acier la semaine dernière, qui disait que la Chine avait une capacité de surproduction énorme. Rien que sa surproduction équivalait à 2 fois la production de toute l'Europe, et que ça annonçait des gros problèmes au niveau mondial sur les marchés de l'acier et donc sur la sidérurgie en général. Je vous avais dit que Tata quittait l'Angleterre, vendait ses usines à 1 euro symbolique. Bon, ça c'est une des conséquences. Donc on va voir la suite qui est toute neuve, toute récente. Donc je vous rappelle, donc la capacité de production d'acier dans le monde était en 2015 de 2,37 milliards de tonnes. Avec le déclin de la production, seuls 67,5% de ces capacités ont été utilisées, contre 70,9% en 2014. Donc ça veut dire qu'on n'utilise que 67,5% de la capacité mondiale de production. La surcapacité chinoise est de 350 millions de tonnes, quand les concurrents européens n'affichent plus qu'une production de 170 millions de tonnes.
La Chine a réduit de 3,2% sur un an à fin mars 2016. Alors, il y a eu une réunion hier entre plus de 30 pays euh, qui est organisée par la Belgique, si je me rappelle bien, et un organisme international. Et donc, en fait, c'était de réunir les grands producteurs d'acier pour réguler la production et essentiellement convaincre la Chine de diminuer sa production. Cette réunion a été un échec. La Chine refuse les diktats et affirme qu'elle a déjà assez diminué sa production et qu'elle a déjà un plan de diminution de 100 à 150 millions de tonnes pour l'année prochaine, alors qu'elle vient déjà de réduire de 90 millions de tonnes l'année dernière. Et donc, elle a encore un plan de diminution de 100 à 150 millions de tonnes et d'après elle, il est hors de question qu'elle aille plus loin. Si elle met ça en place, il restera une capacité de production de 1 milliard de tonnes, j'ai mis 1 millier de tonnes, mais c'est 1 milliard de tonnes, ce qui est supérieur aux besoins de son marché intérieur. Si c'est supérieur au marché intérieur, il faut bien qu'elle trouve des débouchés pour cet acier. Alors en fait, l'histoire de ce truc-là, c'est que en 2008, la Chine a fait un quantitative easing gigantesque. Elle a injecté de la monnaie pour éviter le crack, et un QE gigantesque était équivalent de 16% de l'économie. Et donc la Chine a surinvesti, parce qu'il y avait plein d'argent frais, dans différents domaines industriels, dont l'acier. Donc elle a investi dans l'acier, pensant prendre le marché. Donc, ces capacités de production existent et elles sont encore payées à crédit, c'est-à-dire qu'il faut encore rembourser les banques. Donc, si la Chine ne vend pas son acier, elle fermera ses aciéries, ne remboursera pas les banques et la crise sera énorme dans le pays. Donc, elle ne peut pas se le permettre. Par contre, si la Chine vend, ce sera forcément à bas coût, puisque ses coûts à qualité égale, ses coûts de production sont plus faibles que les aciers dans le reste du monde. Et donc, elle vendra son acier sur les marchés étrangers et la crise sera exportée et sera localisée dans nos pays. En gros, si elles vont à bas coût toute sa surcapacité ou une partie de sa surcapacité en Europe, eh ben on ferme toute la sidérurgie européenne. Sauf les aciers spéciaux et de très haute qualité, mais ça représente une très petite proportion. Les USA ont déjà menacé des mesures de rétorsion extrêmement fortes, déjà 300% de taxes sur l'acier chinois. Ils ont encore menacé de plus de rétorsion, et notamment des rétorsions contre les industries, et ils ont dit les travailleurs. Donc dans leur communiqué, c'est des rétorsions contre les industries et les travailleurs, sans préciser ce que ça voulait dire. Alors, il faut bien comprendre que cette crise, qui est une crise technique, industrielle, on la voit pas tous les jours, mais si cette crise continue, on va avoir l'équivalent de ce qui se passe pour le pétrole avec l'acier, et certainement en pire, parce que nous, en Europe, quand il y a une crise de pétrole, on licencie pas beaucoup de monde. S'il y a une crise de l'acier, ça va être gigantesque parce que l'acier, c'est quelque chose dans l'industrie qui est énorme. L'industrie automobile, bien sûr la sidérurgie, il y a énormément de retombées potentielles en Union européenne. Il faut savoir que Caterpillar, alors l'activité mondiale étant en baisse très forte, les vendeurs de machines qui sont aussi des consommateurs d'acier souffrent énormément. Par exemple, Caterpillar, qui vendait énormément de machines, donc consommait beaucoup d'acier pour les fabriquer, est en chute libre, donc consomme de moins en moins d'acier, et donc ça augmente la surcapacité par différence. Et donc cette crise qui est technique, dont on va parler, risque d'avoir des conséquences très très graves. Pas de questions particulières ? Non, pas de questions particulières pour l'instant, mon cher Yannick. Alors, je vais vous donner quelques petites anecdotes. J'ai mis je dois avoir 4 anecdotes. J'ai mis des choses dans les sections anecdotes. Vous allez voir que c'est pas très anecdotique, mais c'est tellement risible, si ce n'était triste, que j'ai mis là-dedans. Alors, première petite anecdote. J'ai appris que les décors de l'émission de Hollande de l'autre soir, là, qui a fait une émission, je sais pas si c'était au Musée de l'Homme ou je sais plus où, c'est ça, enfin bon, qui a fait son émission en direct à la télé, là, c'était jeudi dernier, hein, d'ailleurs pendant que je parlais. Ces décors ont été fabriqués au Portugal sans appel d'offres. Donc même la télé française n'est plus capable de faire travailler ses propres artisans, ses propres décorateurs, fait travailler des étrangers et en plus sans appel d'offres, c'est-à-dire qu'il y a des chances que ce soit même pas légal. Alors, autre point que j'ai mis dans l'anecdote, c'est pas anecdotique, mais bon, c'est tellement risible que je l'ai mis là. Le Parlement européen, qui jusqu'à maintenant faisait appel à des prestataires de services pour ses voitures avec chauffeur, va internaliser son service, le service de voiture avec chauffeur. Donc, c'est-à-dire qu'il va prendre ses propres véhicules, payer ses chauffeurs, les embaucher comme des fonctionnaires européens, et ça nous coûtera simplement que 10 millions d'euros par an. C'est-à-dire que, voilà, commencez à vous cotiser, vous allez payer les chauffeurs de vos parlementaires et les voitures de luxe pour 10 millions d'euros par an.
Donc la raison invoquée est la sécurité des huiles, parlementaires et hauts fonctionnaires, cette sécurité qui ne serait pas assez assurée. Pour appuyer cette mesure qui est décidée depuis longtemps, une campagne de dénigrement des prestataires a été lancée suite aux réactions d'indignation. Et donc cette campagne, elle n'était pas avant la décision, elle est venue après. Et notamment, il est dit, avec un démenti formel du patron de l'entreprise concernée, qui s'appelle Biribin Limousine, que des CD prônant le djihadisme ont été retrouvés dans les voitures des chauffeurs. Donc voilà, donc maintenant, on a dit qu'il y avait des apprentis terroristes dans les voitures qui conduisaient nos parlementaires. Alors le patron de l'entreprise a dit qu'il n'y a aucun matériel n'avait jamais été trouvé dans les affaires personnelles des chauffeurs. D'ailleurs, il n'y a eu aucun licenciement dans cette entreprise. C'est une entreprise qui a 85 voitures à Strasbourg et 35 voitures à Bruxelles. Et donc c'est une entreprise qui va fermer ses portes enfin c'est sûr et certain, puisque le Parlement européen a décidé de s'offrir un service interne pour 10 millions d'euros par an. Notamment, quand on regarde les devis, quand on regarde le détail, il y a un uniforme, c'est-à-dire un costard, de 1500 euros par an et par chauffeur. Je me suis jamais payé un costard à 1500 euros. Je me suis d'ailleurs jamais payé de costard du tout. Alors, juste une anecdote assez amusante, ou risible, à vous de juger. Le Parlement européen subventionne une réunion néo-nazie de Europea Terra Nostra qui doit se tenir à Stockholm l'été prochain. Donc le Parlement européen avait accordé en janvier dernier une première somme de 400 000 euros à Europa Nostra Terra, une fondation liée à l'association fasciste Alliance pan-européenne pour la paix et la liberté. Petite anecdote de ma part, si vous mettez européen dans le nom de votre association, on vous donne des sous. Alors un montant supplémentaire de 196 000 euros doit maintenant être versé à l'organisation. L'argent sera utilisé pour organiser Mannheim Day, une réunion à Stockholm qui se tiendra l'été prochain, à laquelle un certain nombre de nazis et d'organisations fascistes vont participer, comme il est indiqué sur le site web. Donc voilà, le Parlement européen dépense votre argent pour financer des associations néo-nazis. Alors, dernière petite anecdote, après on parlera d'environnement. Un rapport parlementaire sur la Turquie demande que le turc devienne langue officielle de l'Union européenne. Quand on dit ça comme ça semble complètement fou. Bon, je répète, un rapport parlementaire demande que le turc devienne langue officielle de l'Union européenne. En fait, il faut étudier ça d'un peu plus près. L'Union européenne a 24 langues officielles, c'est bien, 24 langues officielles pour 28 pays. Et à l'intérieur de l'Union européenne, il y a Chypre qui parle turc, ainsi qu'une minorité bulgare qui parle turc. La Bulgarie est fermement contre la proposition que le turc rentre en Union européenne en tant que langue, puisque ça renforcerait la minorité qui risque de faire sécession, en tout cas d'être très soutenue par l'Union européenne. Donc l'idée des parlementaires qui proposent ça, c'est que il faudrait rajouter la langue turque dans la tour de Babel européenne. Donc ça voudrait la 25e langue officielle. Alors, dans la réglementation européenne, il faut savoir que les citoyens de l'Union européenne peuvent accéder à la législation et aux principaux documents politiques de l'Union européenne dans la langue officielle de leur pays. Et ils ont également le droit d'écrire à la Commission et de recevoir une réponse dans cette langue. Tous les députés du Parlement européen ont le droit de prendre la parole dans n'importe quelle langue officielle de l'Union européenne. Donc si actuellement il y a 4 députés au Parlement européen qui sont turcophones, qui viennent de Bulgarie, et donc si le turc devenait une langue officielle, ils pourraient parler dans leur langue natale qui est le turc. Alors juste pour vous donner un peu le tournis et le vertige, la Commission européenne possède l'un des plus grands services de traduction du monde. Il compte 1750 linguistes et un personnel administratif de 600 personnes. Le service d'interprétation de la Commission emploie 600 interprètes permanents, 3000 interprètes indépendants et 250 assistants. Juste pour l'anecdote, à Strasbourg, il y a une des plus grandes écoles d'interprétariat de France, et cette école ne fonctionne quasiment qu'avec le Parlement européen, tellement il y a de demandes. Donc juste pour dire que si le turc rentre comme langue officielle, il faudra encore embaucher, encore des fonctionnaires, encore des prestataires, et encore de l'argent qui sera dépensé, notre argent qui sera dépensé pour faire fonctionner la tour de Babel. Quelques remarques sur ces anecdotes ? Une question maintenant de notre ami Eric. Ouais, là, je suis désolé de monopoliser les questions. Oui, tu nous as cité un certain nombre d'anecdotes qui sont des anecdotes croustillantes et un petit peu pénibles. Pour le portefeuille.
Par contre, il y a des choses qui, moi, m'apparaissent beaucoup plus dangereuses. C'est le fait que, par exemple, les gendarmes mobiles français et les marines américains font des exercices, des simulations pour lutter contre les manifestations. Et je dis bien des marines américains. Et ceci se passe sur le territoire français, à Saint-Astier. Tu as des références officielles? T'as des textes, des infos? C'est des références qui sont comment dirais-je, à disposition de tous un chacun. Vous tapez gendarmerie nationale et Wikipédia et vous voyez des simulations avec les photos. Donc je peux t'envoyer le lien et je peux t'envoyer les photos aussi. Bah, si tu m'envoies le lien, ça suffira, mais c'est que dans le cadre de Rogenfort ou c'est dans le cadre d'autre chose? Non, c'est pas du tout dans le cadre de Genfort, c'est-à-dire ce n'est pas du tout dans le cadre de la mise en place d'une force de gendarmerie entre les 7 ou 8 nations qui constituent cela et puis qui doivent et dont la Genfort doit comment dirais-je être impliquée sur des territoires extranationaux. Non, là c'est dans le cadre de la gendarmerie nationale. Et sous l'égide de l'OTAN? Je ne peux pas te répondre à cette question. Je pense que ça doit être sous l'égide de l'OTAN. Oui, je pense que d'une façon, les Marines débarquent pas en France comme ça par convoi secret. Faudra creuser ça parce que c'est important à plusieurs niveaux. Guy, je te laisse la main pendant 2 minutes. J'ai besoin d'une pause technique. Faites la petite pause technique. Bien, si des personnes ont envie de faire un petit commentaire sur tout ce qui s'est dit, c'est peut-être le moment. Ce qui est quand même assez croustillant, ce sont les commentaires que l'on voit apparaître dans le chat. Exemple, je citerai Christophe du 06, 6 sur Wikipédia. Il est écrit qu'un cochon vole, alors un cochon vole. Eric, tu aurais des commentaires à faire supplémentaires? Oui, je l'ai mis d'ailleurs, des commentaires à la con, il en pleut aussi également. Ils doivent se télescoper avec les cochons sans doute. Ceci, je dirais, qu'il y ait des fausses informations, c'est une chose, mais quand on voit les photos et qu'on voit donc les gendarmes en tenue et les marines en tenue et que ceci de toute façon est, quand on est dans le milieu de notoriété publique, puisque Saint-Astier c'est un centre d'entraînement, voilà, donc on peut se poser des questions. Oui, mais moi, ça me surprend pas du tout, ce que tu dis, là. De retour. Bon, tu peux continuer, là. Ok, on va parler d'environnement, on va parler du diméthoate et de l'imbroglio des OGM. On n'a pas d'informations sur le glyphosate. Et après, je vous donnerai quelques chiffres. La partie OGM sera un peu technique, mais c'est important. Alors, je vous avais parlé la semaine dernière du diméthoate. Le diméthoate, c'est un insecticide contre un parasite des cerises. Cet insecticide a été interdit en France au 1er février 2016 parce qu'il s'est révélé être dégueulasse, cancérigène, et ça a été prouvé par des études. Donc la France a décidé de l'interdire unilatéralement. Il faut souligner le caractère courageux de cette démarche pour une fois. Dans la foulée, le FOL a demandé, donc notre ministre, a demandé à la Commission européenne de l'interdire dans toute l'Union européenne et la Commission européenne a refusé. Donc dans les procédures, la Commission a 7 jours pour répondre, elle a refusé. Donc le FOL a lancé, enfin en tout cas il l'a dit cette semaine, il a lancé une mesure de sauvegarde nationale et donc ce qui lui donne le droit d'interdire l'importation de toutes les cerises traitées au diméthoate sur le territoire français. Donc, il faut s'attendre déjà à une crise de relations entre la Commission européenne et la France, premièrement. Deuxièmement, entre les agriculteurs, enfin ceux qui sont spécialisés, les cerisiculteurs, en tout cas, parce qu'ils sont contre cette décision de l'interdiction. Donc, il va y avoir un imbroglio autour de ça, et dans tous les cas, il va y avoir une pénurie de cerises sur le marché cet été. Parce qu'il n'y aura pas d'entrée, tout le monde traite avec du diméthoate, donc il n'y aura pas d'entrée de cerises étrangères sur le marché français.
et les cerises françaises risquent d'être pleines de vers s'ils ne trouvent pas une solution pour les traiter. Donc voilà, cette année, vous mangerez pas de cerises, ou très très peu. Donc faites des conserves, vous ressortez vos conserves. Il y aura très peu de cerises sur le marché du fait de cette passe d'armes entre la Commission européenne, les agriculteurs, les agences de santé et le FOL. D'où l'expression populaire, ah ben ça alors, c'est la cerise sur le gâteau. Ouais. Alors, on va parler de l'imbroglio des OGM et de la complexité des réglementations qui font que c'est un sacré bordel. Alors, on va parler des OGM classiques. Je vous ai parlé la semaine dernière de nouveaux OGM là qui n'ont pas de définition légale, et ces OGM là apporteront aussi leurs problèmes juridiques spécifiques très très bientôt. Donc là, on parle des OGM classiques et notamment du Monsanto 810, le maïs Monsanto 810. Alors cette semaine, on a vu des titres dans la presse. De toute façon, c'était une dépêche AFP, donc elle a été reprise dans toute la presse sans modification. OGM, l'interdiction du maïs 810 de Monsanto annulée par le Conseil d'État. Donc ça, c'était le titre des articles. Donc quand on lit ce titre d'article, on nous laisse croire que les OGM ne sont plus interdits et qu'ils vont envahir nos assiettes. Au moins le maïs Monsanto 810. Alors, en sachant que le maïs, c'est pour nourrir les animaux et pas pour les humains, mais enfin, le titre d'article donne cette impression-là. En fait, la situation est bien plus compliquée. Donc, le Conseil d'État a annoncé vendredi dernier l'annulation d'un arrêté de 2014. Cet arrêté portait interdiction en France du maïs OGM Monsanto 810, produit par la firme américaine Monsanto, en contestant les risques invoqués pour l'environnement. Donc, je répète, le Conseil d'État, donc le ministère de l'Agriculture avait pris un arrêté interdisant le Monsanto 810, et le Conseil d'État a dit j'annule cet arrêté parce que il n'y a pas de risque pour l'environnement. Plutôt, vous n'avez pas prouvé les risques pour l'environnement. Alors, le Conseil d'État s'appuie sur le fait que bien que chaque État avait le droit d'interdire les OGM sur son sol, selon une directive européenne, en cas d'urgence de façon transitoire, avec un risque manifeste pour la santé humaine. Donc, dans la directive européenne, c'est écrit que chaque pays a le droit d'interdire une variété OGM, mais en cas d'urgence, de façon transitoire, et un risque manifeste pour la santé humaine. Et donc, c'était ni un cas d'urgence, ni de façon transitoire, et le risque manifeste pour la santé humaine n'était pas prouvé. Donc, le Conseil d'État a dit, vous ne respectez pas les règles, donc on annule cette interdiction. Alors, si on fait un petit peu d'histoire, depuis 2009, la France a tenté d'imposer un moratoire sur les cultures OGM sur son sol. Après avoir déclenché la clause de sauvegarde en 2008, invalidée 3 ans plus tard par le Conseil d'État, Paris avait pris des arrêtés, invalidée, 3 ans plus tard par la Commission européenne, Paris avait pris des arrêtés interdisant la culture de maïs OGM à 2 reprises, en 2011 et 2013, mais ces décisions avaient déjà été annulées par le Conseil d'État saisi par des pro-OGM, donc les agriculteurs et puis surtout les industriels. En mars 2014, et c'est de cet arrêté dont on parle, juste avant la période des semailles, le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll avait pris un nouvel arrêté en urgence. C'est l'arrêté qui était pris en urgence, il n'y a pas de caractère d'urgence sanitaire, interdisant une nouvelle fois l'utilisation, la commercialisation et la culture de cette variété de maïs génétiquement modifiée pour résister aux insectes ravageurs. Et dans la foulée, une proposition de loi interdisant la culture du maïs transgénique en France avait été votée un mois plus tard à l'Assemblée nationale. À l'époque, les élus UMP qui avaient voté contre avaient marqué leur opposition en quittant l'hémicycle. Mais en parallèle, une directive européenne datant de 2015, qui a été transposée en novembre dernier en droit français, autorise chaque État membre à interdire les cultures OGM sur son sol. Alors écoutez bien, même quand elles sont validées par l'autorité européenne de sûreté des aliments. Et les pays réfractaires peuvent pour ce faire invoquer des raisons socio-économiques, environnementales ou liées à l'utilisation des terres agricoles. Donc on n'est plus dans le cas avant où c'était urgence et santé humaine. Là, c'est des raisons socio-économiques, environnementales ou liées à l'utilisation de terres agricoles. Donc pour l'instant, le Monsanto 810, du fait de cette directive, reste interdit en France. Et bizarrement, il est autorisé en Espagne avec les mêmes moyens juridiques. Donc les Espagnols cultivent ce maïs, le donnent à manger aux animaux, et ça pose pas de problème en Espagne, mais c'est interdit en France. Alors juste une petite anecdote, les vaches en France sont nourries avec des tourteaux de soja américains, et le soja, lui, est transgénique, sont pleines d'OGM. Donc nos vaches sont pleines d'OGM en France, mais personne ne s'offusque de ça. Alors, on peut aussi remarquer que notre souveraineté est génétiquement modifiée, puisque c'est un coup de chance que la directive européenne laisse une possibilité,
de retrait pour chaque pays, sinon nous l'avions profondément dans l'os, puisque si la directive avait dit qu'il faut une étude scientifique ou je ne sais pas quoi, eh ben la France aurait été incapable d'interdire les OGM. Donc on peut souligner pour une fois que la France a résisté, continue de résister à l'Europe, au Conseil d'État, et trouve tous les moyens pour interdire les OGM. Ça serait bien qu'elle fasse ça sur tous les autres sujets, mais pour l'instant on a de la chance. On est, si ça avait été des gens de l'UMP ou des Républicains qui avaient été au pouvoir, le maïs serait planté en France. Quelques remarques? Aucune pour l'instant. Quelques petits commentaires complémentaires à ce que tu dis, mais pas de questions. Alors on va finir avec quelques chiffres très simples, et surtout on va parler d'un nouveau vocabulaire. Je vais vous apprendre une nouvelle expression que j'ai apprise moi-même cette semaine. Alors au niveau européen, maintenant on ne dit plus pauvre, mais on dit personne en situation de privation matérielle sévère. Donc voilà, notez bien ça, vous ne direz plus pauvre, mais personne en privation matérielle sévère. Alors les chiffres préliminaires 2015 qui sortent de chez Eurostat, la part des personnes en situation de privation matérielle sévère, c'est long, hein, la part des personnes en situation de privation matérielle sévère est en baisse à 8,2% en Union européenne. Il y a environ 41 millions de pauvres dans l'Union européenne. Alors, il précise en disant ce qui signifie que les conditions de vie sont contraintes par un manque de ressources, moi j'appelle ça pauvre, hein, comme par exemple le fait de ne pas être en mesure de régler leurs factures, de chauffer correctement leur logement ou de prendre une semaine de vacances en dehors de leur domicile. Comme par hasard, c'est la même définition que pauvre. Quand je vois ces chiffres-là, je ne comprends pas qu'on n'en parle pas plus souvent et que nos hommes politiques ne disent pas, écoutez, voilà le chantier prioritaire de l'Union européenne, il ne faut plus qu'on ait de personnes en privation matérielle sévère sur le territoire de l'Union européenne. Je pense que c'est un chantier prioritaire indispensable pour un homme politique humain, européen et simplement normal. Ok, ceci donc termine l'exposé d'aujourd'hui. Merci de votre attention. Je vous rappelle que toutes les références et tous les articles sont sur la page Facebook de l'association Les Clés de l'Europe et que la prochaine émission aura lieu mardi prochain. Et je vous invite maintenant à un débat ouvert sur tous ces sujets ou ceux que vous voulez développer autour de l'Union européenne. Notamment, on pourra revenir sur le salaire ou sur le, je sais plus comment on appelle ça, le salaire minimum ou salaire commun. Je n'ai plus le terme, mais on en parlera. Ok, je laisse Guy gérer la parole. Pour l'instant, j'ouvre les micros. Et je vais peut-être proposer en attendant les deux questions qu'on a mis sous le boisseau de notre ami, de notre ami de tout à l'heure, qui était Yannick du 64. Je te les repose là, peut-être? Oui, vas-y, j'écoute. Que pensez-vous de Express Live Business? La Finlande sera le premier pays européen à introduire un revenu de base inconditionnel. La Finlande sera le premier pays européen. Bon, il répète sa question, je l'avais déjà dit. Voilà, merci. Alors, il y a deux choses. Il y a le fait du revenu inconditionnel. Il y a cette question-là. Et deuxièmement, le fait que ce soit la Finlande qui le mette en œuvre. Alors, le problème du revenu inconditionnel, c'est que la plupart du temps, et je parle là de la presse ou des hommes politiques, c'est très mal présenté, très mal évalué, et surtout c'est énormément dénigré par les gens qui le connaissent pas ou qui ne veulent pas faire l'effort de le connaître. Si on fait l'étude complète et sérieuse d'un revenu inconditionnel, les économies ne s'en portent pas plus mal. Par contre, certains pensent que c'est un piège, puisque un revenu inconditionnel prend la place de toutes les prestations sociales auxquelles on aurait droit. C'est-à-dire qu'on oublie les allocations logement, les allocations familiales peut-être pas, mais enfin les allocations logement, le minimum je sais pas quoi, toutes les prestations qu'elles ont droit, et ça serait remplacé par ça. Donc ça risque d'être un piège pour un certain nombre de personnes. Maintenant, d'un point de vue économique, si on étudie le processus complet avec les entrées et les sorties, c'est quelque chose qui peut fonctionner, qui coûte pas plus cher que, voire moins, que ce qu'on fait actuellement en prenant des cotisations sociales et en les redistribuant. Bon, ça c'est une chose. Deuxièmement, le fait que la Finlande l'étudie, mais c'est pas le seul. Hein. J'ai entendu parler d'autres pays où c'était en cours d'étude. Il y a des pays où ça va se faire localement, d'autres pays où c'est en cours d'étude. Et si la Finlande le fait le premier, ben très très bien. Et puis on verra comment ça se passe. C'est dans la bonne veine des pays du Nord. Hein.
Suède, Finlande, Norvège, Danemark, qui sont des pays qui sont très en avant sur ces modèles sociaux. Alors, si tu veux bien, à propos de ce sujet-là, nous avons la chance ce soir d'avoir notre ami François de Zimental qui est présent et qui est présent ici et qui écoute. Lui pourrait te donner aussi son avis sur cette histoire de revenu minimal ou revenu de base ou ce que vous voulez. François, pourrais-tu éventuellement nous toucher 2 mots sur ce sujet qui te préoccupe aussi? Oui, tout à fait. Il faut savoir déjà qu'il y a plusieurs pays dans le monde qui envisagent cette possibilité, que ça a déjà été essayé dans plusieurs endroits. Il y a l'Alaska, par exemple, qui donne un revenu de base. Il y a des expériences qui ont été faites en Namibie. En Suisse, nous, on a plusieurs votations qui concernent ce sujet. Une qui aura lieu au mois de mai, début juin, donc de cette année, en 2016. Une autre qui s'appelle Monnaie pleine, qui est la manière de financer le revenu de base. Et une action aussi Banque nationale suisse. On démontre qu'une société comme la Suisse peut se permettre un revenu de base très confortable grâce à la productivité des robots. On se fait tous enfumer, on se fait tous voler, et si on n'a pas un revenu de base inconditionnel, c'est qu'on accepte de se faire voler sa part de création monétaire qui actuellement qui a lieu sur l'Europe, par exemple. C'est quelque chose de plus grand que 30 000 milliards d'euros. Donc c'est des sommes considérables et on se fait enfumer. Il faut surtout pas laisser le mensonge régner, et ça vaut la peine de se battre pour avoir sa part de la création monétaire qui est actuellement squattée par les banques commerciales et les banques centrales. Et tout cet argent est affecté à des guerres, à des révolutions, à des manipulations honteuses, alors qu'on pourrait aider toutes les familles et tous les citoyens de nos communautés actuelles largement. Et tu pourrais évoquer de nouveau, tu vois, parce que Yannick avait une autre vision de la chose sur les robots. Toi, tu préconises que on va taxer une part de production des robots, alors que Yannick, lui, voulait carrément imposer des charges sociales aux robots. Tu peux revenir sur le sujet, François? Ce qu'il faut voir, c'est la réalité. Actuellement, avec la robotisation, les machines, les ordinateurs, la productivité, on a la possibilité de fabriquer l'abondance sans problème. Et ce n'est même plus un problème de partage, mais c'est un problème de distribution. Il faut voir, par exemple, en Suisse, on a des robots, on les met même sur Mars, donc on collabore aux programmes spatiaux, et c'est en grande partie du matériel suisse, mais on a des robots qui nous fabriquent des montres jour et nuit, 24 heures sur 24, Noël, Nouvel An, ça s'arrête pas, et ces montres ont un coût de production marginal effectivement très très bas, et on a des marges considérables. Il faut surtout pas se faire aveugler et se faire voler la productivité. Dans les siècles passés, on a libéré les animaux, il n'y a plus de chevaux ou de bœufs qui tirent des charrues dans les champs. Les animaux sont libres, ils n'ont pas besoin d'argent pour vivre, ils sont là. C'est le moment maintenant de libérer les hommes du travail. Le mot travail, il vient de tripalium, c'est un instrument de torture atroce, et on doit se battre pour aller vers des œuvres que l'on choisit librement. C'est une libération de l'être humain. Il faut surtout pas se laisser avoir par les politiques de rigueur, c'est des mensonges honteux. Alors, je rappelle à tous, avant que Yannick réponde, que justement, demain, François sera là pour nous faire une conférence. Alors, le titre, c'est BNS, Banque nationale suisse, mais ça, justement, développe tous ces sujets fondamentaux que l'on évoque ce soir. Vas-y, Yannick. Alors, ce que je disais juste, je voulais préciser que la semaine dernière, on a eu une longue discussion sur ce qu'il fallait faire avec les robots. Alors, certains disent il faut pas autoriser les robots, d'autres avaient d'autres solutions. Moi, je dis que le progrès technique, on n'a jamais pu s'y opposer et on n'arrivera jamais à s'y opposer. Par contre, c'est aux politiques de gérer les revenus liés aux évolutions techniques. Et donc, une des solutions possibles, mais ça, c'est aux politiques d'affiner ça, hein, c'est aux gens qui prennent les décisions, c'est simplement qu'un robot, quand il travaille, il paye ses charges sociales. S'il travaille 2 fois plus ou 3 fois plus qu'un ouvrier, ben, il paiera 2 fois plus ou 3 fois plus de charges sociales. Ces cotisations sociales, et ces cotisations sociales serviront à payer tout ce qu'on doit payer aux gens qui n'ont plus leur travail.
et à tout le monde. Donc, plus il y a de robots, plus on est libre. François, un petit commentaire peut-être? Oui, c'est tout à fait ça. Il faut voir la réalité. On surproduit de tout. On jette du beurre, on jette de la viande, on jette du fromage, on jette des appareils, on fait l'obsolescence programmée exprès pour que l'appareil ne dure que une semaine après le délai de garantie qui est ridicule d'une année ou deux, alors qu'on pourrait produire des machines qui tiennent longtemps. Et c'est cette obsolescence programmée qui est voulue par nos soi-disant élites intellectuelles, politiques, financières, bancaires. Cette obsolescence programmée, soi-disant pour donner du travail, en fait pollue, c'est de la camelote, ça nous donne des dioxines, ça fait le cancer. Il y a des horreurs qui se passent au niveau économique. Il faut ouvrir les yeux et voir les choses comme elles sont vraiment. Nous sommes maintenant dans une société qui peut distribuer l'abondance. Il faut surtout pas se laisser avoir par des gens qui veulent faire. Par exemple, il y a beaucoup de films qui provoquent la peur des robots. C'est ridicule. C'est voulu, c'est une manipulation pour nous faire peur, mais la peur est toujours une mauvaise conseillère. Il faut surtout pas tomber dans cette crainte du progrès technique. On est à l'orée d'une nouvelle société qui permet de libérer les êtres humains pour des nobles tâches, des œuvres. On choisira notre travail, on inventera nos œuvres. Vous voyez, j'emploie le mot travail, je tombe dans le piège. Il faut plus employer le mot travail, il faut employer le mot œuvre ou des tâches ou des choses nobles et pas le travail qui est un instrument de torture. C'est fini. Il faut oublier cette société du passé. Merci beaucoup François. Yannick, un tout petit commentaire ou on passe la parole à notre éternel ami Eric? Alors, juste pour... je vais préciser une chose liée à mon expérience professionnelle et je vais aller un petit peu plus loin après sur ce qui vient d'être dit. Moi, l'obsolescence programmée, j'y crois pas. En fait, le processus industriel est tellement complexe qu'on ne sait pas faire d'obsolescence programmée, sauf pour les objets qui ont du logiciel. Hein. S'il y a un logiciel qui compte le nombre d'utilisations, c'est facile de dire, au bout d'un d'utilisation, tu t'arrêtes de fonctionner. Mais je parle pour tout le reste des objets. En fait, on fabrique un objet industriel sur des critères. On a des critères légaux qui est la durée de vie légale, et donc on essaye d'optimiser pour avoir le coût minimal marginal et être le mieux placé sur le marché. Et il se trouve qu'effectivement, les systèmes sont optimisés comme ça. Si on fabriquait des objets plus solides, ils seraient plus chers. C'est dans l'état actuel des choses, c'est comme ça que ça se passerait. Ça serait une bonne chose, hein. Je dis pas que ça serait une mauvaise chose, mais je dis simplement qu'un objet, on ne sait pas industriellement faire de l'obsolescence programmée. Voilà ce que je voulais dire. Alors par contre, sur ce que disait François tout à l'heure, entre l'état actuel et l'état dans lequel il faudrait qu'on soit, il y a un certain nombre d'étapes à franchir qui malheureusement vont à l'encontre des grands profiteurs, des grands industriels, des grandes multinationales qui vont s'y opposer de toutes leurs forces, avec tous leurs moyens et toute leur puissance logistique, financière, voire militaire. Donc il faut s'attendre à ce que ça soit extrêmement compliqué. Je peux répondre là-dessus? Mais bien évidemment, j'allais te le proposer, François. Alors écoutez, nous, en Suisse, on est très bien placés parce que la plupart des complots, des conspirations ont lieu à Genève, ou à Lausanne, ou à Neuchâtel, ou à Berne, ou à Zurich, ou à Bâle, hein, notamment la Banque des règlements internationaux à Bâle. Et je peux vous assurer, et c'est vérifié, vous pouvez chercher par exemple la conspiration des ampoules. Les ampoules, il y a une ampoule aux États-Unis, chez des pompiers, qui marche depuis plus d'un siècle. Les caméras qui la filment, il y a 3 caméras qui sont déjà tombées en panne parce qu'elles sont de l'obsolescence programmée. Les ampoules à l'époque n'étaient pas d'obsolescence programmée, donc elles peuvent tenir plus d'un siècle. Et il y a une conspiration des ampoules, vous pouvez chercher sur Internet, sur YouTube, qui a réuni tous les producteurs d'ampoules électriques pour que les ampoules électriques soient limitées à 1000 heures et pas plus. C'est une conspiration prouvée historiquement. Je prends un exemple personnel. J'ai vécu avec une machine à laver la vaisselle. Elle est tombée en panne 1 semaine après le délai de garantie. Je téléphone au réparateur. Il me dit, vous pouvez la jeter, vous en rachetez une nouvelle. Mais je lui dis, dommage, ma femme a fait une prolongation de garantie. Ah, si vous avez une prolongation de garantie, on arrive.
Le technicien arrive, il pèse sur les 2 boutons les plus extrêmes à gauche et à droite, une Bonknecht, il fait un reset, il pèse à peu près 3 minutes, disons très longtemps, il fait un reset général, la machine est repartie comme neuve, elle marche encore et ça fait plus d'une année qu'elle marche très bien. Elle était programmée pour tomber en panne. Les pneus sont programmés pour s'user et les microparticules de l'usure des pneus, nommons Michelin par exemple en France, ces particules microscopiques, des nanoparticules donnent des cancers et polluent nos poumons et ça rend des maladies atroces où les poumons se remplissent d'eau et on meurt étouffé. Absolument toute la production, on peut dire, c'est calculé par des ingénieurs. Vous prenez les voitures, il y a des tas de petits glis-glis, des petits détails, les poignées, les contacts, des tas de choses tombent en panne, surtout dans les voitures européennes. C'est pour ça que les gens maintenant commencent à acheter des voitures japonaises ou coréennes, parce qu'elles sont moins dans l'obsolescence programmée. C'est comme ça partout. C'est un péché contre l'esprit, c'est une horreur. C'est de la bêtise à l'état pur, et cette conspiration des ampoules, ou la conspiration des machines à laver, la vaisselle, le linge, etc., où il y a un autre exemple, machine à laver le linge. J'ai 8 enfants, on fait beaucoup de machines à laver le linge. Je prends une machine avec 8 ans de garantie. J'ai fait une très bonne affaire. Machine suivante, elle tombe en panne aussi, peut-être 2-3 semaines après la fin de garantie. On me dit de la remplacer. Non. Machine de linge aussi. Je sors le moteur électrique. C'était juste 2 petites pièces qui s'appellent des charbons. C'est des petites pièces de couleur noire qui frottent sur le rotor. Il fallait changer ça pour 3 francs suisses, hein, etc., etc. Je crois que je vais m'arrêter là. Dire que l'obsolescence programmée n'existe pas, c'est refuser la simple réalité. Ouvrez vos yeux, regardez la conspiration des ampoules, il y a la conspiration des machines à laver, la conspiration des pneus, la conspiration des voitures, la conspiration... On dit qu'il y a des conspirationnistes ou des complotistes, mais les complots, ils sont là. Toute l'histoire est une suite de complots, hein. Dès qu'on se réunit, des cartels, fixer des prix, etc. Ouvrez vos yeux, réfléchissez. Avant que tu répondes, Yannick, je te passe la parole. Non, mais c'est vrai, on voyait déjà dans le chat, beaucoup de gens parlaient des ampoules. Moi qui le vis très bien, je suis désolé, on se rend bien compte que les ampoules n'ont plus une durée de vie ordinaire, quoi. Alors, vas-y, Yannick. Plusieurs choses. Alors, je vais précise que depuis 30 ans, je fais du conseil en industrie pour ce qui est de l'optimisation des produits et des produits complexes. Ça fait 30 ans que je visite des usines, que je forme des ingénieurs, que je forme des équipes de recherche, de développement. Je n'ai jamais entendu parler d'obsolescence programmée dans les entreprises, et quels que soient les domaines industriels. Maintenant, on va parler d'autre chose, je vais compléter. Là, je parle au niveau industriel et conception des produits. Qu'il y ait des cartels qui se forment pour dire on va fabriquer, on va se mettre d'accord pour que nos ampoules durent tant de temps, ça existe et c'est existé. Alors, je vais vous parler de l'histoire des ampoules parce qu'il y a des fausses idées qui circulent là-dessus. L'ampoule qui est dans une caserne de pompiers aux États-Unis est une ampoule à filament de carbone. Cette ampoule a un fonctionnement qui fait que la vaporisation du carbone épaissit le filament au fur et à mesure du temps. Seulement, ce qu'on oublie de dire, c'est que cette ampoule éclaire comme une bougie à 200 mètres. C'est-à-dire qu'elle éclaire, on ne peut pas l'utiliser. Cette ampoule a été utilisable 1000 heures, et depuis 100, cette ampoule n'est plus utilisable en tant qu'éclairage. Effectivement, elle n'est pas en panne, mais elle est inutilisable. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose qui est indépendante, il y a effectivement un cartel qui s'est mis en place pour dire on va fabriquer des ampoules qui durent 2000 heures parce qu'il faut qu'on les change. Ça, c'est vrai. Ça, c'est la réalité. Je suis d'accord. Ça n'a strictement rien à voir avec l'ampoule à filament de carbone, qui est inutilisable au bout d'un certain temps. J'ai bien dit que dans les appareils qui avaient du logiciel, il était facile de faire de l'obsolescence programmée. Une machine à laver, une imprimante, c'est facile de dire au bout d'un certain temps, cette machine s'arrête. Pour ce qui est des moteurs, tous les électrotechniciens savent que sur un moteur, il faut échanger les charbons une fois de temps en temps. Ça, c'est simplement de la maintenance normale. Maintenant que les industriels aient la fainéantise de vendre des charbons et plutôt de vendre des moteurs ou de vendre des machines, c'est autre chose. C'est pas de l'obsolescence programmée, c'est de la bêtise. On ouvre sa machine, on change les charbons, comme on changeait les condensateurs sur les mobylettes ou comme on change d'autres produits intermédiaires qui ne sont plus détaillés par l'industrie. Mais
dans l'industrie, dans les équipes de recherche et développement, on a déjà tellement de mal à faire des objets fiables qui fonctionnent un certain temps et qui tombent pas en panne qu'on ne sait pas faire d'obsolescence programmée. Qu'il y ait des accords entre les industries, c'est vrai, que l'obsolescence programmée à la conception, ça n'existe pas. Je vous Oui, respecte. enfin, le doute est permis quand même. Hein. Je vous respecte infiniment en tant que personne, mais vous refusez de voir les réalités. C'est dramatique. Comment je serais passé en 30 ans de formation d'équipe de développement dans quasiment le monde entier, pas le monde entier, mais une grande partie du monde, comment je serais passé à travers ça en 30 ans? Bah, tout simplement. Je forme les ingénieurs dans une école, je forme les chercheurs et les développeurs dans les entreprises, et je serais passé à côté de ça. Oui, parce que ce n'est pas fait à votre niveau, c'est des conspirations secrètes. Ce n'est pas fait à votre niveau. Et vous refusez de voir la réalité. L'ampoule, vous pouvez la voir sur YouTube, elle est claire. Mais bien sûr, mais elle éclaire rien du tout. Elle éclaire, vous pourriez pas éclairer votre cave avec. Elle n'éclaire plus. Elle éclaire un petit peu, elle est inutilisable. Ça s'appelle une ampoule à filament de carbone. Après un siècle, vous regardez sur YouTube, elle éclaire encore. Je la vois maintenant sur mon écran d'ordinateur. Et après un siècle, d'accord, je suis d'accord qu'on pourrait quand même, elle pourrait durer que 90 ans, ou 80 ans, ou 70 ans, ou 60 ans. Mais de là à planifier la destruction de l'ampoule à 1000 heures, calculer, à faire... Vous savez, vous aviez des ampoules d'Allemagne de l'Est, ils étaient pas dans le complot. Et ces ampoules d'Allemagne de l'Est, elles marchent encore. Moi, j'ai un frigo, un vieux frigo Electrolux. Il y a l'ampoule dedans. Elle marche très bien. Et ce frigo, il a plus de 60 ans. Voilà. C'est lié aux méthodes de conception. C'est pas lié à l'obsolescence. C'est lié aux méthodes d'optimisation de coûts. Si on devait fabriquer actuellement les ampoules qui duraient ce temps-là, les ampoules classiques qui duraient ce temps-là, elles nous coûteraient beaucoup trop cher. Je suis pas d'accord. Par rapport aux standards. Alors, ce que vous venez de dire, ça reviendra à dire qu'il y ait quelque part des équipes de chercheurs et de développeurs cachés dans les entreprises qui communiqueraient avec personne et qui fabriqueraient par-dessus les équipes de conception classiques, qui fabriqueraient des objets ou qui modifieraient les objets pour qu'il y ait de l'obsolescence programmée. Mais ça, c'est même plus du complot, ça, c'est je sais plus ce que c'est, parce que moi, j'ai travaillé avec les équipes de recherche de plus haut niveau dans toutes les grandes entreprises françaises, automobiles, dans l'énergie et ainsi de suite. Ça voudrait dire qu'il y a encore des gens au-dessus qui font de la conception. Allons. Oui, on peut pas, absolument. ça n'existe pas. La preuve, c'est justement la conspiration des ampoules, où il y a des ingénieurs qui ont réfléchi comment faire pour que les ampoules des membres de ce cartel ne durent pas plus que 1000 heures. Et ça entraîne quoi? Ça entraîne que vous devez aller changer vos ampoules régulièrement. Donc toutes les 1000 heures, vous devez aller changer vos ampoules, prendre des échelles. Il y a des gens qui tombent des échelles, qui deviennent handicapés à vie, qui meurent. Tout ça pour l'égoïsme et pour gagner de l'argent en faisant rien du tout et en ennuyant les autres. Et vous avez des milliers de personnes dans le monde entier, des millions de personnes dans le monde entier qui doivent aller changer des ampoules, prendre des risques. Et même l'ampoule casse au mauvais moment. Lorsqu'il y a une vieille dame qui descend les escaliers, elle rate une marche, elle finit à l'hôpital ou elle peut même mourir. C'est des raisonnements de dingue. Alors vous n'êtes pas un dingue, je vous crois sincère, mais dites-vous bien qu'au-dessus de vous, il y a des dingues. Moi, ce que je dis juste, c'est que les méthodes de conception industrielle actuelles sont tellement complexes, on a tellement de mal à mettre au point les systèmes complexes, les systèmes industriels complexes, qu'on ne sait pas faire ça. Alors, que mettre un diamètre de filament le diamètre d'un filament de tungstène pour qu'il dure que 1000 heures, ça c'est facile. Ça a été fait il y a très très longtemps. On est loin des voitures, on est loin des téléphones, on est loin des télévisions, on est loin de tout ça. C'est des problèmes d'optimisation, c'est pas des problèmes d'obsolescence. Écoutez, je suis prêt à le démontrer, hein. Je suis prêt à vous faire le cours s'il faut, hein. Je vous donne un autre exemple. Aveuglant. Dans une soirée, j'ai un de mes voisins architectes qui a bu un verre de trop. Et il dit, je programme mes bâtiments pour qu'ils durent 15 ans. Les bâtiments sont devenus des objets de consommation à obsolescence programmée. Regardez les ponts d'autoroute. En tout cas, chez nous, on doit les refaire régulièrement, alors que les ponts des Romains, le pont du Gard, ça fait plus de 2000 ans qu'il tient, et on passe dessus. Les routes sont programmées pour se foutre en l'air. Les autoroutes sont programmées pour se foutre en l'air. Les ponts d'autoroute, les bâtiments, les écoles.
Mais ouvrez les yeux! Non, mais on dit la même chose. Moi, je dis simplement que les méthodes de conception dans les contraintes temporelles et de budget actuelles font qu'on utilise des techniques qui durent moins longtemps. Mais c'est pas le contraire. C'est une conséquence, c'est pas une cause. Alors écoutez ma conférence sur la BNS et vous comprendrez que tout ça, c'est poussé par des intérêts financiers, par des structures terribles de taux d'intérêt, de création monétaire du néant, qui poussent aux limites humaines, psychologiques. Les gens pètent les plombs, ont des dépressions, consomment de l'alcool, deviennent des addicts des drogues. C'est une mentalité, mais terrible. Et vous êtes naïf dans votre domaine scientifique à croire qu'au-dessus de vous, il n'y a pas des gens très intelligents, machiavéliques, qui vous coiffent. Mais ouvrez les yeux. Bon, je pense que là, on va dire que c'est une très bonne conclusion que vient de faire François. C'est vrai que Yannick, quand on écoute ton propos, on a quand même du mal à te donner raison d'emblée, je veux dire. Tu es un très grand scientifique, on a bossé ensemble, hein, mais essaye d'imaginer que au-dessus, quelque part, il y a quand même des gens qui peuvent faire des choses qui sont indépendantes de ta perception, tu vois, et que ça donne cela. C'est vrai que alors dans le chat, beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec ta vision des choses, mais enfin, c'est ta vision à toi. Hein. Je pense que maintenant c'est juste une vision attendre. Eric, Guy, c'est juste une vision de terrain qui a quand même 30 ans. Oui, mais Yannick, ça prouve pas tout. Tu n'es pas Dieu le Père. Attends, ça ne prouve pas tout, mais je dénie à qui que ce soit le droit de dire ça s'il n'a pas été dans une entreprise et dans les labos de recherche comme je l'ai été. Si les gens ont la même expérience que moi, ils ont le droit de le dire. S'ils ne sont jamais mis les pieds dans un labo de recherche, de développement et formé les ingénieurs qui fabriquent les produits, je me demande sur quoi ils se reposent, si c'est que sur des rumeurs ou leur impression. Mais les méthodes de conception font que les produits ont une durée de vie. C'est pas la durée de vie qui est imposée par le produit. Et les gens qui sont au-dessus sont pas techniciens, c'est des financiers. Ils peuvent imposer des choses, mais les techniciens savent faire un certain nombre de choses, ils savent pas tout faire. Et dans l'état actuel de la technique, on sait pas tout faire. Oui, enfin, moi, je reprends juste l'exemple de François concernant son architecte qui avait bu un verre de trop. Moi, tu sais très bien que je suis dans le domaine de la construction. Oui, bah, c'est vrai. On sait très bien maintenant que la réalité fait que on construit vite pour faire du léger, du pas durable, quoi. C'est indéniable. Alors, on l'avoue pas, mais c'est comme ça. On inverse les causes et les conséquences. Ce qu'on dit, c'est je veux un produit qui soit le moins cher possible. Or, on descend à des qualités de matériaux qui font que l'objet dure 15 ans. Mais on dit pas, je vais fabriquer un objet qui dure 15 ans. On se donne comme critère de performance 15 ans. Mais parce que il faut, voilà, on vous dit, avant on disait il faut un bâtiment qui dure 100 ans. Et ben on fait un bâtiment qui dure 100 ans. Maintenant on vous dit il faut un bâtiment qui dure 15 ans. Parce que c'est des problèmes de coût. On dit pas, il faut qu'il dure 15 ans. Non, attends, Yannick. La réglementation en construction, en tout cas en France, c'est pas 15 ans, hein, c'est en principe 50 ans. Hein. Simplement, bah, tu as des gens où effectivement qui se contrefoutent de tout ça et qui, par intérêt, font ce que tu dis, François. Je pense on est en train de monopoliser peut-être cette soirée sur ce sujet très important, passionnant. Hein. Moi, je t'invite demain à écouter la conf de François. Le Mumble. 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 Ensemble.